Bonjour à tous, bonsoir à tous. Donc voilà, ça fait longtemps. Après une longue absence, voilà les nouveaux directs. Donc j'attends que vous arriviez. Je vois que la mise en page là de Facebook a un peu changé là. Faut que je m'y retrouve. Voilà, voilà. Ben désolé pour le retard. J'ai mon internet qui a coupé, la vie de famille, etc., qui fait que j'ai pas pu. Je suis pas arrivé à commencer à l'heure prévue. Ah, voilà, il y a toujours des petits imprévus. Mais il y a quelque chose de bizarre qui arrive en ce moment. C'est que quand j'appelle certains amis, mon réseau bascule de 4G à H+. Voilà, une mauvaise communication. C'est comme s'ils veulent pas que j'appelle, que je parle avec certains amis. Et là, j'ai eu la même chose avec Internet. Donc, en une fois, j'étais en 4G et en une fois, hop, ça a basculé en mauvais réseau. Mais là, maintenant, ça a l'air de fonctionner un peu. Il y a de plus en plus de problèmes de ce genre. Voilà, voilà. Ben, j'attends que vous arriviez, hein, qu'on ait un petit groupe là, et après je commence. Ah, le petit générique, j'ai oublié. Coucou. Voilà. Bah, mes petits oiseaux, on va dire, ils sont un peu fatigués parce que mes enfants ont beaucoup joué avec et les batteries sont plates. Ça, c'est un des rares petits oiseaux où il y a encore de la batterie. Ça, c'est... Voilà, c'est comme ça. Donc, faudra que je trouve un autre générique, un nouveau générique. Voilà, voilà. Bah donc, on est un grand week-end, hein, ce week-end du 2 octobre, 2 à 3 octobre 2021. Bah déjà, ce 2 octobre, c'est la fête des anges gardiens. Hein, c'est une fête qui a été oubliée ou qui a été cachée en ce moment parce qu'on ne la retrouve plus sous les calendriers. Elle a été remplacée dans le calendrier chrétien, là, dans les fêtes des noms, était remplacée par des prénoms, d'autres noms, on va dire. Mais la fête des anges gardiens, c'est quand même très important. Vous retrouvez la symbolique et les sculptures sur les anges dans beaucoup d'églises, dans beaucoup de temples religieux, on va dire. Hein. Euh, donc c'est bizarre qu'on veut nous faire oublier les anges. Je pense que c'est très important de prier les anges et notre ange gardien. Et pour ceux qui ne croient pas forcément dans les anges gardiens, bah, même si vous y croyez pas, vous en avez un. Et alors, je vous invite à lire ou à découvrir le livre sur les anges gardiens, sur les anges de Pierre Jovanovic, qui est vraiment un livre fait par un journaliste hein, qui va étudier, qui va répertorier un tas d'histoires autour des anges gardiens et des histoires vraies hein, autour ah, où il va répertorier un tas de témoignages autour de ça. Et moi, je suis convaincu que dans l'électroculture, bah, il nous aide aussi, hein, chacun a sa mission, chacun a son travail, chacun a des choses à faire et à chaque instant, on est aidé par notre ange gardien. Voilà, voilà. Je voulais juste dire ça. Euh, donc, c'est très important. Et l'année passée, par exemple, et ça, je vous invite à vérifier, hein, je ne dis pas ça en l'air, hein, c'est une histoire vraie. L'année passée, il y avait la sécheresse, donc en 2020, hein, en France en tout cas, il y avait une grande sécheresse. Et le 2 octobre 2020,
Je vous invite à regarder les photos satellites de la France et des nuages et vous verrez une grande dépression sur l'Atlantique au bord de la France qui a balayé toute la France. Et c'est une grande dépression, ça fait vraiment la spirale, vraiment comme ça, hein. Donc ça fait vraiment la spirale Fibonacci qui a après arrosé toute la France et mis fin à la sécheresse. Et donc c'était exactement le 2 octobre, hein. Donc je vous invite à regarder ça, voilà. Est-ce que c'est un miracle? Est-ce que c'est un signe des anges? Est-ce qu'il voilà, mais en tout cas, c'est pas le 10 octobre, c'est pas le 3 mars, c'est pas voilà, il y a que 1-2 octobre sur 365 jours et c'est justement ce jour-là qu'il y avait une magnifique spirale Fibonacci sur la France, qui a mis fin à la sécheresse. Donc on voit là l'intérêt des spirales Fibonacci. Ah, donc, ou des spirales où on retrouve le nombre d'or dedans, hein. Donc, le nombre d'or, c'est pas, on va dire, c'est pas un nombre en soi, si c'est un nombre, mais c'est pas une mesure en soi, c'est une proportion. C'est 1,618 et on peut l'utiliser pour faire des proportions. Et comme j'avais fait une vidéo il n'y a pas longtemps, quand j'avais fait un rectangle dans mon jardin et qui me plaisait bien, on va dire, hein, vraiment intuitivement. Et quand j'ai mesuré les dimensions, j'arrivais sur 2,50 m sur 4 mètres. Et quand on calcule la proportion, ben, on retrouve de nouveau le 1,618. Je me suis dit, ah ben, c'est quand même fou ça. Donc, même si on ne connaît pas les proportions, quand on fait les choses et qu'on veut les faire belles, en général, automatiquement, on va trouver le nombre d'or dans les proportions. Ça, c'est comme certains ingénieurs hein, disent ça aussi, c'est que quand quelque chose fonctionne vraiment bien, quand un produit, une technique, une pièce est tellement optimisée qu'elle fonctionne au mieux, bah, comme par hasard, on va de nouveau retrouver le nombre d'or. Et ils disent aussi souvent qu'en plus, elle est belle, la pièce. C'est pas juste une pièce, hein. Donc, on voit que la beauté rejoint la science, là, hein, ou que la science rejoint la beauté ou l'art. Et on voit que tout ça, ça va ensemble. Ben, là, pareil, dans le jardin, c'est pas juste je fais des rangs là et je sème et je plante. Non, on va vouloir faire un ensemble, un environnement qui est beau, qui est beau. Et alors, automatiquement, en général, bah, ça crée une sorte d'atmosphère, une sorte d'énergie qui est aussi bénéfique pour les plantes et pour nous, pour tous. Voilà, il y a pas mal de sujets que j'aimerais aborder, mais je vais essayer de quand même limiter à autour d'1 heure, parce que sinon ça fait un peu long. C'est mieux que je fasse plusieurs vidéos d'1 heure que une de 2 ou 3 heures, ce serait trop long. Donc voilà, ben, bonjour, bonsoir à tous, bonsoir à Catherine, bonsoir à Johan, bonsoir à Karine, Lolita, Peter Rettenmund, potager électroculture sur Montréal, merci. C'est Gilles, je suppose, je pense, hein. Bonsoir Eric, bonsoir Raymond, hein, donc le noyau dur est là, hein. Bonsoir Alassane, bonsoir Jonathan, bonsoir Richard, bonsoir Pascal. Ben, Richard donc, va demain participer au concours national là, des plantes, des légumes géants hein, à Roche-sur-Yon en Vendée. Et donc, on est tous impatients de découvrir son retour, les photos, les vidéos qu'il va nous partager. Donc, Richard m'a dit que demain, donc, il va faire un live. Il va filmer en live direct et publier par sa page Facebook, je suppose, les témoignages des mesures à La Roche-sur-Yon. Il y a aussi Mehdi Dao qui est un champion, un multi-champion là en France de légumes géants
surtout les grands potirons, mais aussi d'autres légumes, qui va être là et qui va présenter son potiron où il pense qu'il va briser ses records précédents, donc on est très impatient. Et ce qui est intéressant avec ce qui est intéressant avec ce sort de concours, ouais, c'est sympa, c'est rigolo de faire des légumes géants, hein, c'est une passion, ça, il y a un côté très amusant à ça, et ça nous amuse beaucoup d'ailleurs, hein. Et c'est déjà très bien, on est entre passionnés, c'est déjà super. Mais ce qui est intéressant, c'est que la plupart, beaucoup, ils parlent de plus en plus de faire ça que en bio ou principalement en bio. La plupart utilisent très peu de produits, autres ou pas du tout. Et donc là, c'est intéressant parce que ça montre par l'exemple qu'on peut faire des grands légumes, qu'on peut avoir des records sans produits. Donc, alors pourquoi utiliser des produits? Allez, vous allez me dire, bah oui, pourquoi? Hein, pourquoi? Ça, quelque part, quand on utilise plein de produits chimiques, souvent, c'est qu'on est quelque part victime d'une sorte d'endoctrinement, malgré nous, par l'éducation, par l'école, et alors on apprend à faire comme ça, et on n'apprend pas à faire autrement. Mais si on apprendrait à faire autrement, bah, on n'aurait pas besoin de tous ces produits, hein. C'est une sorte d'endoctrinement finalement, et c'est là qu'on voit que une grande partie de l'éducation ne sert pas à nous éduquer vraiment, à nous apprendre euh, euh, un large spectre de solutions. Non, il nous apprend surtout les solutions que les multimilliardaires ont décidé de nous apprendre, hein, et pas les autres, hein. Les autres qui ne sont pas dans leur intérêt, comme l'électroculture, ben, j'ai jamais entendu parler de ça à l'école, hein. Pourtant, ça existe, hein. Pourtant, voilà, je suis là. Je parle déjà d'électroculture depuis 10 ans de façon très intensive et depuis 20 ans déjà, quand j'ai commencé à découvrir les écrits sur l'électroculture, hein. Donc ça existe, il y a plein de recherches scientifiques sur le sujet, il y a plein de résultats, hein, dans notre communauté, on en a tout plein. Donc, euh, bah, un exemple des résultats, hein. Regardez là, ça c'est du maïs qui a été, donc ça c'est sur un champ de maïs qui est à côté du jardin potager de Raphaël, hein, qui fait de l'électroculture depuis plusieurs années. Et lui, il a des tours rondes dans son potager et des grandes antennes atmosphériques, hein, mais qui font plus de 6 mètres de haut, hein. Il en a une qui fait plus de 6 mètres de haut, donc qui rayonne sur plus de 6 mètres aux alentours, hein. Donc ça rayonne à environ égal à la hauteur. Mais en fonction des énergies du lieu, ça peut rayonner même bien plus loin. Par exemple, dans un livre du frère Paulin, de l'école d'agriculture de Beauvais, en 1894, il parle d'une antenne de 12,50 m qui avait une influence jusqu'à 1 hectare. 1 hectare, ça fait, on va dire, environ 50 mètres de chaque côté de l'antenne, hein. Hein, pour 12 mètres de haut. Donc, ça peut rayonner énormément. Maintenant, ça, c'est un cas exceptionnel. Je ne dis pas que toutes les antennes de 12 mètres vont rayonner sur 1 hectare. Non, c'est des observations qui ont été faites dans certains cas. Mais sinon, en général, si on fait une généralité, l'influence sera plutôt limitée à un rayon égal à la hauteur environ. Environ, voilà. Sentir. Donc, il y a quelques jours, je vais visiter le jardin à Raphaël. Et regardez là. Ça, c'est un épi récolté sur un plan où il n'y avait qu'un épi dessus, à plus de 50 mètres. Et dans un rayon de 5-10 mètres près de son potager, ben, les épis, ils étaient comme ça, hein. Donc, ça, il y avait 2 épis par plan.
et ils étaient comme ça. Et plus loin, ils étaient comme ça. Donc on voit bien la différence. Regardez quand je mets à côté, l'un à côté de l'autre, vous voyez. Donc on voit bien la différence. Et là, il y en avait deux, hein. Donc j'ai mesuré le poids. Ça fait environ 54, ouais, 54 grammes. Et ça faisait environ 100 et des grammes. Hein, c'était quelque chose comme ça. Si je ne me trompe pas, mais j'ai fait un post là-dessus. Euh, ouais, je pense que c'est environ ça, hein. Donc, c'est quand même une grande différence, hein. C'est quasiment le double, hein, à quelques grammes près, hein. Donc le double carrément, imaginons, sur tout un champ. Donc là, même la technique avec l'antenne paratonnerre peut être intéressant dans des champs de maïs. Il suffit de mettre les antennes sur le bord du champ, on en met, on va dire, 3-4 par hectare. Voilà, je pense 4 à chaque coin ou le long des côtés, 2 de chaque côté, environ vers le milieu. Ben, je pense que ça pourrait avoir cette influence-là sur un hectare entier, et ça coûterait rien. C'est juste une perche. Vous faites une perche de 10 mètres de haut, si vous voulez, hein, ou 6 mètres, 5-6 mètres, avec, ça peut être en bambou, ça peut être voilà, lié à un fil qui est après enterré tout simplement et relié à quelques pointes au-dessus, et ça peut faire des grandes différences. En plus, ça peut protéger même de la grêle, parce que dans les livres de l'abbé Bertholon, par exemple, là, il y a un livre, c'est où que j'ai ce livre? Ben, par exemple, là, voilà. Ça, c'est Électricité des végétaux. Voilà, de l'électricité des végétaux. Donc, ça, c'est une réédition qu'on retrouve. Ah, mais voilà, je vais vous montrer là. Voilà, électricité des végétaux, hein. Euh, par exemple, là, ça, c'est une réédition aussi du même livre, mais c'est un extrait, c'est la troisième partie. Donc, de Talma Studios, vous trouvez ça, de l'électricité des végétaux sur l'électrovégétomètre de l'abbé Pierre-Nicolas Bertholon, hein. Voilà. Et donc, c'est encore au temps des rois, c'est de 1794. Non, 1784. Donc, c'était encore au temps des rois, hein. Donc, c'était avant la Révolution française, hein. Là, je vais vous dire, hein, je vérifie, là. Est-ce qu'il a mis l'année, là? Ah, je trouve pas l'année, là. Mais voilà, mais je sais que c'est dans les années 80, donc 1984, je pense, ou 83. À une année près. Voilà. Ben, il parle que ça protège de la grêle. Donc, c'est pas juste ça. Ça aide à faire pousser les plantes. En plus, ça protège de la grêle aussi. Donc, ça peut faire une différence entre récolter quelque chose ou avoir un champ complètement ravagé par la grêle, hein. Donc, en viticulture, ça peut être aussi intéressant. Quand on voit la simplicité de la technique, hein, le coût dérisoire et les résultats qu'on peut en obtenir, ben, il faut vraiment être bête quand on est en zone à risque de ne pas l'utiliser finalement. Hein, voilà, mais voilà, c'est comme toujours, l'ignorance tue, ben, l'ignorance détruit des récoltes aussi, hein. Si on connaîtrait tout ça, hein, c'est pour ça que je suis là pour diffuser ces informations, ben, on pourrait réduire beaucoup les problèmes. Un exemple là, voilà, donc ça c'est voilà, un livre aussi de Jean-Paul Poirier sur l'abbé Bertholon, l'électricien des Lumières en province. Voilà, ça c'est aussi un livre très intéressant. Donc l'abbé Bertholon a vécu de 1741 jusqu'à 1800. Voilà. Et il a aussi écrit des livres sur la santé humaine et le lien avec l'électricité, hein, aussi très intéressant. Et donc là, je vais vous montrer quelque chose, là. Regardez là. Donc là, je me suis offert un cadeau, mais c'est pas que pour moi, c'est pour vous tous, toute la communauté.
Ce sera pour plus tard, probable. Ah, c'est un de mes projets que je vous partage là. C'est un jour de créer un musée sur l'électroculture, hein. Je récolte, déjà, j'ai un tas d'appareils, de techniques, de vieux livres, hein, pour pouvoir un jour, raconter l'histoire de l'électroculture dans un musée, heu du passé jusqu'au présent, hein. Et donc là, pour montrer que ça existe, que ça a toujours existé, hein, finalement. Regardez là, donc ça c'est un livre que je vais vous montrer, hein. Donc là, je viens de le déballer là. Attendez, hein, je vais le remballer, on va le déballer ensemble là, parce que c'est vraiment un livre exceptionnel, hein. Donc voilà, il était là dans ce courrier là. Il est arrivé il n'y a pas si longtemps que ça. Donc là, il est emballé là. Et donc ça, c'est le livre original de l'abbé Berthelon qu'on va découvrir ensemble. Voilà, voilà, regardez. Ça, c'est un collector, hein. C'est un livre vraiment exceptionnel, hein. C'est un bijou, un trésor. Regardez, il est comme neuf, hein. Regardez. Je ne sais pas si vous voyez bien ça, mais vous voyez, c'est avec du cuir. Vous voyez le son, je ne sais pas si vous entendez. Quand on touche, c'est sensuel. Ah, voilà. Donc, regardez les pages. Je ne sais pas si on voit, mais c'est comme neuf. On se demande même si quelqu'un il l'a lu, hein. Donc l'abbé Berthelon, il a fait tout son possible pour éditer ce livre, et après on se demande si les gens ils l'ont bien lu. Ben, je pense qu'il n'y en a pas beaucoup qui l'ont lu, hein, d'ailleurs, hein. Et donc ce livre a été protégé toutes ces années, hein, donc plusieurs siècles là. Il est très peu abîmé. Euh, et donc je vais vous montrer, hein, que c'est bien lui, hein, regardez. Et là on va découvrir l'année, hein. Voilà, l'électricité des végétaux, vous voyez. Vous voyez, le français était déjà pas, était bien, hein. C'est un bien, était très bien. On arrive à lire avec notre français d'aujourd'hui, on arrive à très bien lire. Euh, voilà, vous voyez. Je vais vous lire un petit passage. Ah, regardez, ça c'est l'année qui a écrit là. C'est écrit en lettres latines. Je pense que c'est 83. Ouais. 1700. 1700. Ouais, 1783, si je me trompe pas. Hein, c'est bien juste pour ceux qui connaissent un peu les lettres, les chiffres latins. Voilà. Donc, l'électricité des végétaux, ouvrage dans lequel on traite de l'électricité de l'atmosphère sur les plantes, de ses effets sur l'économie des végétaux, de leurs vertus médicaux et nutritivo-électriques et principalement des moyens de pratique de l'appliquer utilement à l'agriculture, avec l'invention d'un électrovégétomètre avec figure en taille douce par Monsieur Berthelon de Saint-Lazare, professeur de physique expérimentale des États généraux de la province de Languedoc, des Académies royales des sciences de Montpellier, Béziers, Lyon, Marseille, Nîmes, Dijon, Rouen, Toulouse, Bordeaux, Villefranche, Rome, Madrid, F. Hombourg. À Paris, chez P.F. Didot Jeune, quai des Augustins, avec approbation et privilège du roi. Voilà. Et après, ça commence, hein. Donc, c'est vraiment, c'est beaucoup de pages, hein. Donc là, il y a plus de 400 pages, hein, pour vous dire. C'est un sacré livre. Regardez là. Ça, c'est une belle image, là. Regardez des expériences. Oui. Donc, par exemple, là, il y a une des dernières pages.
Ah, regardez, là, ça c'est quand il arrose les plantes. Vous voyez, on retrouve cette image aussi. Et le papier, il est vraiment d'une qualité, vraiment super qualité, hein. Euh, Comparé au papier d'aujourd'hui, le papier d'aujourd'hui, je pense pas qu'il durait si longtemps, hein, parce que là, c'est vraiment un super papier, hein. Donc là, page 448, hein, pour vous dire, c'est un sacré livre, mais des informations que je vais découvrir dans ce livre, parce que c'est vraiment très intéressant. Euh, Par exemple, là, chapitre 2. Moyen de remédier à un trop grand excès de fluide électrique par rapport aux plantes. Donc, vous voyez, on peut aussi donner de trop, là. Hein, je suis curieux de voir qu'est-ce qu'il en dit. Euh, Possible, hein, je ne sais pas, il faut voir quel fluide électrique, hein. Donc, mais ça a l'air vraiment très intéressant. Donc, on va découvrir ce livre ensemble dans les prochains temps. Et il sera un jour exposé dans le musée. Et sinon, vous avez des rééditions, hein, comme ce livre-là et le petit livre de Talma Studios, hein, qui sont des rééditions. C'est exactement le même contenu, hein. Euh, Regardez là, vous voyez, hein. Donc, très intéressant, hein. On va dire que ça, c'est vraiment la base, c'est une des plus anciennes sources autour de l'électroculture qu'on peut trouver, hein. Peut-être qu'on va encore trouver encore plus ancien parce que Bertolon, pour écrire un livre de 400 pages, il s'est bien appuyé aussi sur d'autres livres. J'imagine qu'il lisait aussi et qu'il avait d'autres scientifiques, d'autres chercheurs, d'autres chercheurs qui s'intéressaient au sujet, qui ne faisaient pas ça tout seul, hein, parce que il faisait partie d'universités, etc. Donc, il y avait peut-être des élèves et d'autres qui s'y intéressaient beaucoup. Donc, il doit sûrement avoir d'autres écrits, d'autres livres, mais on va découvrir ça. Ah, c'est un peu un travail d'enquêteur, de chercheur, hein. Euh, mais là, il y a aussi Éric Mazurier qui fait un travail remarquable sur la vie de Justin Christoflo, euh, dont on va aussi encore entendre parler, hein, et qui partage aussi régulièrement de ses découvertes, hein. Donc maintenant, on va revenir un peu à la fête de ce week-end, là, la fête des légumes géants, hein. Euh, je vais vous montrer quelque chose, regardez. Ça, Richard, il va... Richard, Raphaël, ce légume géant, regardez. Ça, c'est les graines à Richard de, de son tournesol géant où il a gagné le concours avec l'année passée 2020, hein, donc où il a eu la plus grande tête de tournesol qui faisait plus de 60 centimètres. Regardez, vous voyez la graine, c'est une grosse graine, hein, elle est fameuse, hein, je veux dire, c'est de la grosse graine, hein. Regardez, du tournesol, voilà. Et ce qu'on a remarqué, c'est que au fil des générations, les graines deviennent souvent plus grosses, plus grandes et plus vigoureux. Les plantes, chaque année, ils sont plus grands. Et Richard, là, depuis 3 ans, chaque année, il brise son record de l'année précédente. Et il a, après, jusqu'où ça va aller, je ne sais pas, hein, mais en tout cas, ces derniers 3 ans, il a toujours brisé son record de l'année d'avant et il a eu le record de France de la plus grande tête de tournesol. Regardez, là, là, je vais vous montrer ma tête de tournesol. Honnêtement, moi, je ne pensais pas avoir une tête aussi grande cette année avec le froid qu'il a fait, avec le temps très humide. Honnêtement, je ne pensais pas. Il y a eu les premières gelées hier matin, hier dans la nuit. Et là, je vais vous montrer ma tête de tournesol. Donc, je l'ai coupée hier soir.
Et alors, je me suis dit, je vais une fois mesurer. Bah, je vais vous la montrer. Après, il y a humide, ça commence un peu à moisir, mais je vais vous montrer, regardez. Là. Donc, et ça, c'est une tête qui a été faite avec une graine à Richard. Hein. J'avais aussi une tête un peu similaire qui commençait à pousser, mais j'ai eu une tempête d'une graine qui a germé tout seul de l'année passée. Mais là, je vais vous montrer celle à Richard. Regardez. Regardez, vous voyez là. Après, il s'est courbé, vous voyez. Ça se courbe comme ça. Vous voyez. Hein, très grande. Hein. Donc, vous voyez, c'est un sacré plateau. Hein. Oui, là. Et donc là, on va mesurer ça. Hein. On va mesurer ça. Hein. Et regardez les graines. Je vais vous prendre une graine. Là. Hein. Regardez. Je vais vous montrer une graine à Richard. Voilà. Attendez, je vais vous prendre. Voilà. Ça, c'est ma graine, là. Et ça, c'est une graine à Richard. Regardez. Vous voyez la différence de taille et la grosseur aussi, regardez. Vous voyez là. Ça, c'est la graine de mon plan et ça, c'est celle à Richard. Après, je suis curieux chez Richard. Cette année, il a de nouveau des records, hein, mais là, j'aurais jamais cru, j'aurais pas cru qu'il allait encore avoir une telle différence. Parce que celle-là est déjà électrocultivée depuis 2, 3 ans. Hein, et celle-là, c'est encore une année de plus. Hein, vous voyez. Incroyable, impressionnant. Et donc, c'est aussi là où j'avais mis un fil de fer galvanisé relié à l'antenne magnétique. J'ai mis un cône près de mon plant de tabac, qui est pas loin aussi de mon plant de tournesol. J'ai mis beaucoup de basalte aussi et beaucoup de compost en surface. Hein. J'ai pas travaillé le sol, j'ai juste mis en surface. Hein. Et vraiment, ça a très bien fonctionné. Et là, on va mesurer. Et après, là, je participe pas au concours. Hein. De toute façon, c'est Richard qui va gagner là. Ah, peut-être, il y a peut-être quelqu'un d'autre parce que il y en a beaucoup qui ont eu des beaux tournesols cette année. Hein. Euh, mais en tout cas, voilà, c'est très sympa. Mais là, vraiment, pour le climat chez moi, moi j'habite dans les Vosges, dans les Vosges, la partie alsacienne, à 550 mètres d'altitude. On n'a eu que quelques semaines au-dessus de 20 degrés, mais vraiment, jusque fin août, on n'avait peut-être que 3 semaines au-dessus de 20 degrés. Donc c'était vraiment très, très, très frais en tout cas. Hein. C'est la première année où j'ai chauffé la maison, où j'ai allumé le chauffage de temps en temps au mois d'août. Hein, pour vous dire, c'était une année très fraîche. Donc je ne pensais pas que mes tournesols allaient pousser autant. Ben là, je vais vous mesurer. Quand je mesure, mais avec la courbure, donc c'est pas la mesure officielle. Mais si je mesure maintenant droit, voilà, droit, sans la courbure, alors j'arrive à 42, ouais, 42 cm sans les pétales. Avec les pétales, on va dire qu'il y a 8 cm de chaque côté, 16 cm, ça fait 48, 58 cm quand même. Hein. Donc, ça, c'est sans la courbure. Quand je mesure avec la courbure, alors je vais vous dire là, alors j'arrive à 52 cm sans les pétales, plus 16 cm avec les pétales, ça fait 58, ça fait 68 cm. Ah, vous voyez. Après, si on veut participer à un concours, hein, Richard a déjà bien expliqué comment il faut mesurer. Donc, il faut bien mettre à plat sur une table. Hein, et comme je vous dis, moi, quand c'est à plat, j'ai que 42 cm sans les pétales. Que si j'aurais... Donc, ce qu'ils font souvent les compétiteurs, c'est que quand ça pousse, ils vont mettre une petite planchette ou quelque chose derrière pour garder la tête de la fleur la plus plate possible, hein, pour qu'ils aient une grande dimension plate.
hein. Mais regardez, je vais vous montrer. Regardez là. Je ne sais pas si vous voyez. Donc là, quand je mesure de là à là, hein, donc voilà. Donc là, comme ça, vous avez environ 42 cm. Hein, vous voyez là, jusqu'à là. Si on mesure comme ça, c'est pareil, environ. Mais si on mesure avec la courbure, alors je fais comme ça. Hein, donc, attendez, hein, le bord là, vraiment. Voilà, comme ça, comme ça. Hop, alors là, je suis à 50, 52 cm. Hein, voilà, 52 cm. Et après, vous avez les pétales. Une pétale, c'est environ 8 cm. Ça peut être un peu plus, un peu moins. Hein. Parce que quand on mesure pour le concours, c'est avec les pétales. Hein. Donc, c'est de là l'intérêt. J'ai que quelques pétales encore. Donc, ah, ben là, j'ai encore une là en face. Donc, j'aurais pu. Ah, je vais mesurer avec ces deux pétales. Je vais vous dire. Un instant. Donc là. Ouais, avec les deux pétales à plat, j'ai environ 52 cm quand même. Hein, donc, ah, quand je mesure à plat, la tête courbée. Donc, c'était quand même assez fort. Hein, voilà. Après, je ne dois pas être le seul. Hein, on est plusieurs à avoir eu des belles têtes de tournesol. Mais quand même, c'est autour du record de France qui est dans les 50 cm. Et l'année passée, dans les 60 cm par Richard. Hein, donc, je pense que là, on va. Donc, l'idée, on en a déjà parlé souvent, est de créer une banque de semences de graines qui ont été électrocultivées. Et donc, l'idée continue. Hein. Cette année, on a récolté un peu des graines dans nos jardins respectifs qui ont été électrocultivées depuis plusieurs années. Et petit à petit, on est en train de créer ça, donc avec Jonathan, Richard, Raphaël et d'autres. Et donc, je pense que ça promet, c'est un projet très prometteur. Hein. Parce que si, imaginons que des tournesols, là, on pourrait un jour ensemencer tout un champ agricole, carrément 1 hectare, que des graines qui ont été électrocultivées depuis plusieurs années. Il faudrait s'enseigner combien de kilos de graines de tournesol il faudrait pour 1 hectare. Et après, on fait une fois un test, vraiment grandeur nature, où on sème tout un champ et on regarde ce que ça donne, plus l'électroculture en plus. Hein. Ah ben, moi, je pense que là, on va briser des records, mais on va pas, on va pas doubler la récolte, on va, à mon avis, la tripler, quintupler. Souvent, quand je dis aux gens, ah oui, mais vous pouvez euh, je dis ça que à certains amis en général. On peut parfois tripler, quintupler certaines récoltes. J'ai déjà vu ça. Ouais, si je dirais ça comme ça d'emblée à quelqu'un qui a jamais expérimenté, il le croirait pas. Hein. Il faut le voir, il faut le vivre ça. Il faut le vivre ça. Maintenant, voilà, ça fonctionne pas à tous les coups. Hein. C'est pas parce qu'on va faire de l'électroculture. Parfois, quelque chose marche bien à petite échelle et moins bien à grande échelle. Parfois, on essaye de faire tout bien et quand même, il y a encore une part de mystère et on n'a pas les résultats escomptés. Mais c'est pas, je dirais, c'est pas une raison de baisser les bras parce qu'on peut avoir de très bons résultats. Il y en a qui ont eu de très bons résultats. C'est qu'on a encore beaucoup à comprendre, à étudier pour avoir les résultats beaucoup plus systématiquement. Hein. Et faut aussi être conscient que là, on parle de phénomènes naturels, énergétiques. Les antennes, c'est en lien avec les énergies qui nous entourent, qui sont différents chaque année. Un exemple, si on met un seau, si maintenant on comparait une antenne qui collecte des énergies ou amplifie des énergies naturelles, si on compare à un seau,
un seau d'eau, un seau vide, et on le met dehors. Bah, s'il pleut pas, bah, on collecte pas d'eau, hein, voilà. C'est pas à cause du seau, hein, c'est pas à cause de la technique, hein, c'est à cause de que les énergies, il faut qu'ils soient là aussi, faut que l'environnement soit propice. Et cette année, bah, on a vu des phénomènes aussi bizarres, hein, on a aussi vu des choses étranges. Mais on a aussi eu des très bons résultats aussi, hein. Hein, comme Claude Guénisson. Oui, voilà. Jonathan parle là de témoignage de Claude Guénisson qui a aussi eu des cosmos qui avaient près de 3 mètres de haut presque, hein, à plus de 2 mètres de haut, ce qui est assez exceptionnel. Et il y avait Jonathan l'année passée aussi, il avait des cosmos immenses, hein, c'était impressionnant. Euh, voilà, voilà. Mais la banque de semences, ah bah Damien dit c'est génial. Oui, c'est génial, c'est sûr. Donc là, je vais me renseigner aussi au niveau des réglementations, parce que c'est juridiquement très encadré en France, hein. Donc, euh, on va pas se mettre dans la gueule du loup non plus, hein, on va faire attention pour pas votre problème, pour faire ça correctement. Et, euh, et donc, mais en tout cas, on le fait ça, hein, la banque de semences, et on y travaille. Et donc, tous ceux qui veulent participer, la variété, la plante qu'on a semée, et de faire très attention à ce qu'elle ne se croise pas avec d'autres, hein, quand on veut récolter les semences. Donc, il faut vraiment qu'il n'y ait pas d'autres variétés à proximité. Ou même des variétés sauvages à proximité, il faut faire très attention à ça, pour garder la variété pure, hein, pour savoir exactement ce qu'on sème et ce qu'on récolte, hein. Donc, parce que sinon, c'est un peu plus difficile, hein. Mais voilà, ça peut être aussi intéressant à voir. Donc, voilà, voilà. Donc là, j'aurai du tabac aussi, des graines de tabac de Virginie que j'ai ressemé de l'année passée et où j'ai eu des super plants de tabac de 3 mètres de haut cette année. Euh, il y aura des graines de tournesol, j'aurai des graines de carottes, normalement aussi en électroculture. Euh, on aura des graines de potimarron, probablement aussi en électroculture. Allez, on aura quand même pas mal de graines de salade aussi, hein, voilà. Maintenant, je vais voir comment je vais pouvoir vous proposer ça. Déjà, tous mes clients, ou ceux proches du groupe électroculture, hein, ou dans le groupe électroculture, euh, quand vous me commandez, bah, souvent, si vous me mettez une note, ah, j'aimerais bien telle graine ou telle graine, en général, je vous en offre un peu gratuitement, hein. J'ai diffusé l'année passée énormément de graines de tournesol, de Richard, de Raphaël et de chez moi, hein, dans le groupe, dans le réseau. Ça, c'est bien diffusé. Donc, n'hésitez pas à récolter vos graines, surtout si vous avez semé que ce tournesol et pas d'autres, que ça se croise pas avec d'autres, hein, parce que si ça se croise avec d'autres, parfois on a des surprises. Ça peut être une bonne ou une mauvaise surprise. Voilà. Donc, où est-ce que j'en étais? Donc, j'étais là j'ai noté deux, trois choses que je veux vous raconter, hein. Ah oui, vous avez peut-être vu la phrase que j'ai diffusée. Ah, c'est pas moi, je l'ai trouvée sur Facebook, sur Internet, hein. Euh, je me base que sur des faits et rien que des faits, hein, pour dire des faits et rien que des faits. C'est vraiment très très intéressant ça. Je trouvais ça très rigolo comme phrase, hein,
parce qu'effectivement, on est bien aidé par l'au-delà et par nos anges gardiens, je dirais, hein, et les énergies bénéfiques. Et là, au niveau des énergies, des anges, des fées, de tout ce qu'on veut, je voudrais dire une chose. Dans la nature, alors, on fait beaucoup référence à la nature, et moi le premier, mais dans la nature, il y a le bien et le mal aussi. Ah, je dis, il y a des lions, il y a des hyènes, il y a des loups, il y a des renards, il y a la buse, il y a des poules. Ils s'entretuent aussi, ils se mangent, voilà, je veux dire, il y a aussi, il y en a qui jouent avec d'autres animaux et qui les tuent. Je sais pas moi, par exemple, un chat ou un félin avec des petites souris ou des choses. Pas des choses, mais d'autres petits animaux sans défense, on va dire, pour eux. Euh, donc, c'est pas forcément, ça peut être très cruel aussi, hein. Hein, c'est pas que tout bien, hein. Ou c'est pas que tout bisounours, hein, ça c'est sûr, hein. Des bisounours, il n'y en a pas dans la nature. Ça n'existe pas. Et, euh, et donc, pourquoi je vous dis ça? Parce que euh, dans la religion chrétienne, par exemple, vous avez les anges qui sont fidèles à Dieu et vous avez les anges déchus, indéchus, ou voilà. Et c'est très important, ça, c'est que vous avez des énergies, on va dire, maléfiques, qui ont aussi de la puissance, des pouvoirs, et vous avez des énergies bénéfiques qui vous aident. Et quand on fait appel aux énergies de l'invisible pour être aidé, il faut toujours faire une prière pour filtrer, pour dire qu'on n'accepte que les énergies en accord ou fidèles au plan de Dieu, à Dieu, et pas les autres. C'est tout. Voilà. Parce que sinon, on ouvre la porte à un tas d'infidélité, un tas de négativité, de problèmes finalement, hein. Et ça, c'est très important parce que souvent, on fait appel à des énergies invisibles, hein, quelque part, quand on met des antennes, quand on travaille avec les pyramides, quand on travaille avec le magnétisme, l'électricité, il y a plein d'énergies invisibles qui nous entourent. Et c'est beaucoup des gens intéressés dans ces énergies qui s'intéressent aussi à l'électroculture. Et il faut pas assez attention à ça. Et c'est un peu comme si on ouvre la porte. Quand on ouvre la porte de la maison, par exemple, et on est dans un lotissement ou en pleine ville, dans un quartier chaud, on va dire. Si on ouvre la porte, c'est comme si on ouvre nos énergies vers l'invisible. C'est qui va rentrer? La personne avec des bonnes intentions ou la personne avec des mauvaises intentions? C'est qui va rentrer en premier? En général, les personnes avec bonnes intentions, ils vont dire, cette personne a vachement confiance ou a oublié ou elle ferait bien de fermer sa porte, hein. Et la personne avec mauvaise intention, il va rien dire, hein. Lui, il va rentrer, il va se servir, hein. Il va se servir, il va faire son plan à lui, hein. Là, c'est pareil. Avec ces énergies invisibles, si vous ne mettez pas un gardien ou un filtre, hein, que vous émettez pas la prière d'être protégé ou d'accepter que ce qui vient, on va dire, de Dieu, de ce qu'est le plan de Dieu, vous mettez toute façon, hein, vous mettez n'importe quel Dieu sans désigner d'une religion particulière. De toute façon, voilà, si vous faites appel à Dieu, c'est Dieu et c'est tout, hein. Et parce que c'est très important, parce que sinon, sinon vous risquez des grosses surprises, hein. Donc voilà. Voilà, je voulais juste vous partager ça. Ah, Jonathan écrit là dans les messages. L'Institut Vavilov m'a contacté pour mon projet
Dès qu'on trouve la Terre, ils nous aideront dans le projet. On ira les voir ensemble si tu veux, Yannick. Ah ben ça, c'est super. Mais, mais Jonathan, tu parles de l'Institut Vavilov à Saint-Pétersbourg ou l'antenne ou une association en France qui travaille avec l'Institut Vavilov. C'est différent parce que c'est pas l'Institut Vavilov directement alors. Hein, Mais tiens-moi au courant, Jonathan. Il faut absolument qu'on fasse ça. Et en lien avec l'Institut Vavilov, Jonathan m'a partagé un documentaire qui était paru sur Arte sur l'Institut Vavilov à travers les âges et où il montre dans le temps de Staline, il y avait une sorte de rivalité entre Monsieur Vavilov, hein, donc le chercheur Vavilov, dont l'Institut Vavilov porte son nom, hein, et un autre chercheur dans l'agriculture. Et il y avait une sorte de rivalité sur la théorie ou sur leur sujet de recherche. C'est que M. Vavilov, lui, il était plus adepte que le potentiel de la plante était donné par sa génétique, hein, et que tout était génétique. Hein. Donc, si on avait de la bonne génétique, on pouvait avoir des légumes des plantes plus résistants, plus grands, etc. Et il y avait un autre chercheur, mais je ne me rappelle plus de son nom, mais dis-moi, Jonathan, si tu te rappelles, qui était beaucoup plus soutenu par les autorités soviétiques, donc par Staline et sa bande. Et lui, il croyait pas du tout dans la génétique. Et lui, il croyait plutôt que l'environnement avait l'influence la plus grande sur le potentiel de la plante, de la culture. C'était l'environnement surtout qui agissait sur le potentiel de la culture. Et alors, lui, il était adepte de traiter les graines par le froid pour les rendre plus résistants, plus solides. C'est typiquement russe, ça. Hein, ils aiment bien se plonger dans l'eau froide, aller dans le froid, et ça a du bon. Hein, c'est indéniable. Hein, même la science en parle. Hein. Mais on va dire que voilà, on a deux concepts qu'on pourrait penser opposés. Hein, donc, le concept de Vavilov de la génétique, et qu'alors il faut absolument préserver les différentes variétés, les graines et la génétique. Et après, le concept de cet autre chercheur qui voulait plutôt améliorer les rendements agricoles en travaillant sur l'environnement, le renforcement de la plante par des stress environnementaux. Voilà. Et ça a même été très loin. Ah oui, Jonathan dit c'est Trofim Lysenko. Voilà. Et dans ce film d'Arte, ils mettent ça en opposition. Ils mettent ça vraiment en opposition, et ça a même amené à ce que M. Vavilov a été arrêté et est mort en prison, hein, est mort en prison, on va dire, hein, en détention. Et après, Staline, bien des années après, il s'est rendu compte de sa grossière erreur d'arrêter Vavilov, et il a même reconnu que c'était, on va dire, une grosse bêtise de sa part. Hein. Et maintenant, moi, avec les connaissances d'électroculture, avec tout ce qu'on a déjà vécu, je pense qu'il y a les deux. Les deux sont vrais, on va dire, et les deux sont faux. Hein. C'est que la génétique n'est pas quelque chose de figé. Ça, c'est faux, ça. Hein. C'est important.
ça peut être comme une base, mais ça peut changer par l'environnement, justement, comme Lysenko le dit. Donc, quelque part, les deux sont vrais. Si vous mettez la graine, là, du super gros tournesol dans des mauvaises conditions, vous aurez aussi un petit tournesol rikiki de rien du tout, hein. Mais si vous le mettez dans les meilleures conditions, bah, il sera encore plus grand. Voilà, c'est tout, hein. Quand la plante a les meilleures conditions qui lui conviennent pour réveiller tout son potentiel génétique, alors là, il va s'exprimer, il va s'épanouir, il va être de plus en plus grand et de plus en plus dense en matière active, en vitamines, voilà, il sera rayonnant de vitalité. Et que si les conditions énergétiques sont pas bonnes, mais que vous avez la meilleure graine du monde, hein, ben, la plante va pousser, mais elle aura quand même difficile. Et quelque part, on va réduire son potentiel. Et je pense même que les graines d'après, ils seront pas forcément meilleures. Donc on va dire, c'est toute une réflexion à avoir, mais ça montre bien que les deux approches sont vraies et faux, on va dire. C'est pas exclusif. Les deux sont vrais. C'est les deux ensemble qui donnent les meilleurs résultats. Et un exemple là avec l'électroculture, on voit bien que, voilà, vous prenez des tomates standards, hein, il y a eu comme ça des cas, hein, là, ce printemps, où ils ont mis des tours rondes, ils ont fait de l'électroculture avec des tours rondes dans une serre, et il avait gelé 3 nuits de suite, et toutes les tomates ont survécu le gel, comme s'il n'avait pas gelé, presque pas de dégâts dessus. Et dans la serre sans électroculture, ils ont tous gelé, ils étaient tous morts, hein. Là, on voit que, par exemple, moi j'ai encore des poivrons, il a gelé déjà une nuit, là, un matin, ben, ils sont encore bien vivants, c'est comme si de rien n'était. Euh, donc je suis curieux. J'ai encore des plants de tabac aussi dehors, et aussi, on dirait qu'ils n'ont pas souffert du gel. J'ai même des okas. Ça résiste pas au gel, hein. Dès que ça gèle, c'est pourri, hein. Ben là, ils sont encore bien verts. Après, il a juste eu du givre, hein. Il n'a pas gelé beaucoup. C'était vraiment le tout premier gel. C'était hier, là, en Alsace, hein, donc le 1er octobre. Voilà, je suis vraiment curieux, mais on voit que les plantes sont nettement plus résistantes au froid. Ça, c'est sûr avec l'électroculture. Alors, je pense que avec les graines qu'on récupère cultivées en électroculture, ils seront peut-être encore plus résistants au froid et qui ont subi du froid. Parce que là, on voit, j'en discutais encore avec Raphaël il y a quelques jours, c'est que nos plus grands tournesols, c'était des tournesols qui ont germé tout seuls ou qu'on a plantés très tôt et qui ont subi des gelées au printemps. Et finalement, ben, on pensait que ça allait être fatal peut-être, et finalement, ils ont survécu et ils ont poussé et ils sont devenus les plus beaux, les plus grands tournesols. Donc là, on pourrait dire que Lysenko, il a raison. Mais en même temps, c'était aussi des bonnes graines. Là, on peut dire Vavilov, il avait raison, hein. Les deux ont raison, hein, vous voyez. Et c'est clair que les énergies, on peut avoir une plante, il y a l'inverse qui est vrai aussi. Si maintenant on prend des graines, voilà, des petites graines, ils ne sont pas si petites ceux-là, hein. C'est sur Richard, mais on prend, on va dire, des graines de tournesol normal, hein, du champ. Ben, moi, j'ai déjà vu aussi des grandes têtes comme ça, de graines, issues de graines de tournesol normal. C'était chez Alain Panlou, un maraîcher à Cromières, près de Angers, qui fait aussi de l'électroculture depuis quasiment 10 ans maintenant. Ben, il avait aussi des super belles têtes de tournesol et c'était avec des graines normales. C'était même pas des graines de variétés qui étaient déjà grandes. Non, c'était des graines normales des champs. Hein, donc, on peut aussi avoir des très grands résultats quand on change l'environnement énergétique. La,
l'expression génétique de la plante change. Hein, elle devient souvent beaucoup plus grande. Quand, quand on augmente le champ magnétique, ça je répète et je répète encore et encore, il y a même un article scientifique qui l'explique bien, ça. Quand on augmente légèrement le champ magnétique de la Terre, hein, localement parlant, tout de suite, les plantes deviennent plus grandes, plus épanouies, meilleure qualité, meilleure santé, moins de maladies. Hein, donc voilà, c'est bien une preuve que cette technique d'électroculture fonctionne bien. Hein. Et c'est même prouvé scientifiquement. Hein, je ne sais pas si j'ai déjà montré cet article scientifique, mais sinon un jour je vous le remontrerai. Et de toute façon, ça sortira dans un livre que je suis en train de faire. Hein. Voilà, qui est